Deux chiffres circulent et se heurtent violemment. 3 options militaires américaines d'un côté, plus de 1000 civils tués dans des frappes de précision ailleurs en Afrique. Ce contraste brut, exposé par une fuite sèche, renverse la logique annoncée de protection et rappelle que chaque scénario proposé pour le nord du Nigeria pourrait modifier la souveraineté comme on déplace une frontière sur une carte. Alors, que signifie vraiment cette promesse de sécurité pour ceux qui la vivront, surtout lorsque les échos d'Ibrahim Traoré traversent déjà le Sahel et questionnent la dignité africaine? Un horizon bascule en silence. Ce récit promet une chose essentielle, comprendre clairement les risques avant de comprendre l'avenir, car chaque option américaine n'est pas seulement une manœuvre tactique, mais une ligne de fracture potentielle pour un pays déjà sous tension. Cette promesse repose sur un bénéfice simple, presque clinique. Offrir au lecteur une grille de lecture capable d'identifier où la sécurité se construit réellement et où elle se délite. Un éclairage qui devient crucial lorsque les décisions se prennent loin du terrain et s'imposent pourtant à ceux qui n'en contrôlent ni le rythme ni la portée. Mais cette clarté apparente révèle aussitôt l'enjeu central. Si 3 plans existent, c'est que 3 risques majeurs se superposent. L'humain, le politique, le régional, chacun capable de faire basculer le Nigeria dans une trajectoire différente. Reste alors une interrogation brûlante, micro-hook du moment. Comment un pays peut-il évaluer une aide qui pourrait autant stabiliser qu'enfermer dans une dépendance sécuritaire durable? Le lecteur découvre ici que comprendre l'histoire, c'est d'abord mesurer ce que chaque choix expose avant même ce qu'il promet. 2 lignes du mémo révélées avant l'heure suffisent à renverser la perspective. Elles indiquent que plus de 1000 civils ont été tués dans d'autres campagnes de précision et elles suggèrent que les 3 options proposées au Nigeria reposent sur la même logique structurelle. Ce mini-reveal éclaire immédiatement la dette de confiance qui entoure toute intervention. L'écart entre l'intention affichée et le résultat mesuré façonne déjà le débat, bien avant qu'un premier drone ne survole le Borno. Dans cette lumière nouvelle, le paysage nigérien apparaît non comme un simple terrain opérationnel, mais comme un espace fracturé où s'entrelacent instabilité politique, pression régionale et mémoire collective des précédentes interventions étrangères. Les mois récents ont montré une multiplication des groupes armés, des attaques éclairs, des villages reconstruits, puis à nouveau menacés, créant un patchwork mouvant que les forces locales peinent à stabiliser. C'est ce terrain instable qui attire l'attention stratégique de Washington, surtout depuis la perte de son ancrage au Niger en 2023, un événement qui a modifié l'équilibre américain dans tout le Sahel. Simultanément, la région observe la scène comme un baromètre de souveraineté. À Ouagadougou, les prises de position d'Ibrahim Traoré résonnent avec force. Elles servent de prisme pour analyser si l'option américaine vise réellement à protéger les civils ou si elle traduit une recomposition silencieuse de l'influence extérieure. Ce déplacement de regard transforme l'affaire en enjeu continental plutôt qu'en simple débat bilatéral. Le contexte élargi révèle enfin la structure profonde du dilemme. Plus l'environnement se fragilise, plus l'argument pour une intervention semble cohérent, mais plus les risques de dérive deviennent élevés. Chaque option, légère, moyenne ou lourde, promet une stabilisation théorique, mais chacune transporte aussi le danger d'un engagement prolongé, dicté par la volatilité du terrain, plutôt que par la stratégie écrite dans les notes initiales. Ainsi, comprendre cette histoire exige d'observer simultanément les chiffres, les précédents et les dynamiques régionales, car c'est dans leur entrelacement que le Nigeria voit se dessiner les lignes d'un futur encore incertain. Pour comprendre comment une décision lointaine peut modifier la dynamique d'un pays entier, il faut suivre ceux qui vivent les premiers signaux avant même qu'un communiqué officiel ne soit publié. Joseph, ingénieur maritime à Port Harcourt, en offre une illustration nette. Il observe les pétroliers, comme d'autres, lisent un bulletin politique. Lorsque les rumeurs d'un déplacement naval américain ont émergé, il a vu le trafic ralentir, les prix du carburant grimper soudainement et les contrats se resserrer. Rien n'était confirmé. Pourtant, tout indiquait un basculement silencieux, déjà perceptible dans l'économie quotidienne. Plus au nord, un second micro-case éclaire une facette différente du même phénomène. Halima, qui conserve sur elle 2 photographies de ses fils morts dans une frappe erronée, perçoit l'idée d'intervention comme une menace bien avant qu'elle ne soit formulée. Pour elle,
Les premiers impacts ne sont ni diplomatiques ni militaires. Ils prennent la forme d'une peur qui revient chaque fois qu'un appareil traverse le ciel, rappelant que les promesses de protection se heurtent souvent à la réalité du terrain. Ces témoignages montrent que, avant les décisions officielles, ce sont les vies ordinaires qui absorbent les premiers chocs. Ils rappellent aussi que les débats stratégiques ne prennent sens que lorsqu'ils sont confrontés à ceux qui portent leurs conséquences. La question en filigrane devient alors simple et tranchante. Pourquoi les effets initiaux apparaissent-ils toujours loin des salles où les choix se font ? Tout commence par une fuite infime, une mention discrète dans une mise à jour du New York Times. 3 options américaines, légères, moyennes, lourdes. Rien de spectaculaire en apparence, mais la mécanique s'enclenche aussitôt. Les rues de Lagos s'animent avant même que les analystes ne terminent leur première phrase. Les slogans surgissent, les pancartes s'élèvent. La méfiance se propage plus vite que n'importe quelle note diplomatique. Le déclencheur est minuscule, presque fragile, mais il ouvre un cycle entier. À Washington, les portes d'une salle sans fenêtre se referment. Les officiers projettent des cartes thermiques où le nord du Nigeria devient un halo rouge constant. Les mots « protéger les civils » flottent dans la pièce, lourds d'un passé que personne n'ignore. Le contexte change de densité. Les discussions deviennent abruptes, les scénarios se confrontent, la version lourde promet une démonstration de force. La version moyenne privilégie un contrôle à distance. La version légère se veut flexible. 3 trajectoires. Une seule certitude. Chacune implique des effets qui dépassent largement le champ militaire. Le pays, lui, réagit en temps réel. À Abuja, les lignes téléphoniques saturent, les messages circulent en boucle, les marchés s'organisent différemment, les chauffeurs évitent certains trajets, les commerçants révisent leurs marges avant même que la première décision ne soit annoncée. Les signaux faibles se transforment dans signaux forts, les habitudes quotidiennes se déplacent, la société pressent quelque chose qui n'a pas encore de nom officiel. Puis vient le moment où les vidéos virales apparaissent. Un navire américain longe le golfe de Guinée. Les images ne prouvent rien, mais suffisent à raviver toutes les mémoires d'interventions passées. Le contraste entre l'intention affichée et les précédents connus se creuse. Dans certains quartiers, on parle déjà d'une opération imminente. Dans d'autres, on appelle à la prudence. Personne ne sait vraiment. Tout le monde interprète. Le sommet de tension survient lorsque les protestations s'unifient. Pas de bottes étrangères. Notre douleur n'est pas votre mission. Les slogans deviennent des lignes de fracture. Entre souveraineté revendiquée et besoin de sécurité, entre espoir d'une aide rapide et crainte d'un engrenage incontrôlable. C'est ici que les propos d'Ibrahim Traoré réapparaissent dans les discussions publiques, rappelant que la dignité africaine, évoquée depuis Ouagadougou, résonne au-delà des frontières. Sa position devient un repère symbolique, presque un contrepoids aux lectures strictement militaires de la situation. Les répliques, elles, se manifestent de manière disséminée. Les prix du carburant augmentent encore, les chaînes logistiques se contractent, les entreprises renégocient en urgence. Les familles du Nord adaptent leurs déplacements, conscientes que les cycles d'escalade commencent toujours avant que les acteurs officiels ne les reconnaissent. Les rumeurs de réunions secrètes à Abuja renforcent l'idée que quelque chose se prépare. Le silence politique, soudain, devient lui-même une information. Et lorsque la nuit tombe sur la capitale, une évidence s'impose. Tout semble avoir commencé sans qu'aucun ordre n'ait été signé. Le déclencheur a ouvert une séquence complète. Le sommet a exposé la fracture, les répliques redessinent désormais les contours du quotidien. Rien n'est formel, tout est déjà modifié, et l'histoire s'étire, portée par une question persistante, jusqu'où ce mouvement ira-t-il avant que quelqu'un n'en définisse les limites. La situation s'éclaire nettement lorsqu'on observe le passage du baseline au delta mesurable. C'est dans cet écart, parfois discret, mais toujours structurant, que se dévoile la logique réelle des 3 options américaines. Le point de départ est simple. Depuis une décennie, plus de 1000 civils ont été tués dans des frappes dites de précision menées ailleurs en Afrique. Ce chiffre, loin d'être un détail statistique, montre que la technologie ne supprime pas l'erreur. Il révèle que les opérations aériennes restent vulnérables au contexte instable où la distinction entre combattants et non-combattants devient presque impossible à haute altitude. C'est ce premier delta,
entre précision annoncée et pertes humaines documentées qui nourrit déjà la méfiance nigériane. Un deuxième indicateur met en évidence une dynamique plus silencieuse, mais tout aussi déterminante, la hausse soudaine du prix du carburant observée sur plusieurs marchés dès les premières rumeurs de mouvement naval américain, une variation perceptible bien avant d'apparaître dans les indicateurs macroéconomiques. Cette augmentation, apparemment minime sur une échelle globale, signale un mécanisme constant. Les interventions extérieures créent un choc anticipé qui reconfigure la logistique quotidienne, ralentit le transport et déclenche des comportements de stockage. Ce delta économique précède presque toujours le delta politique, rappelant que les marchés réagissent avant les gouvernements et que la population ressent l'impact bien avant que les responsables ne l'admettent publiquement. Le troisième chiffre éclaire un autre aspect de la pression sur le terrain. Dans le nord du Nigeria, certaines zones ont subi plus de 20 attaques en quelques semaines, un rythme suffisant pour désorganiser la présence humanitaire et saturer les forces locales. Cette fréquence, loin d'être ponctuelle, indique une prolifération d'acteurs armés qui redessinent constamment les lignes de confrontation. Ce delta opérationnel, l'écart entre la situation souhaitée et la réalité mouvante, montre qu'une intervention étrangère risquerait de s'enliser dans un environnement où chaque semaine peut changer la structure même du conflit. Pris ensemble, ces trois repères dessinent une architecture de risque qui dépasse largement les intentions exprimées dans les documents fuités. Le premier chiffre rappelle que les campagnes aériennes ne suivent pas toujours les trajectoires prévues. Le deuxième montre que l'économie locale est suffisamment sensible pour transformer une rumeur en phénomène tangible. Le troisième souligne que la volatilité du terrain impose des contraintes qui échappent à toute planification centralisée. Ce triptyque quantitatif expose un paradoxe fondamental. Plus la situation exige une intervention rapide, plus le terrain renforce la probabilité d'un engagement prolongé, plus les promesses affichées semblent structurées, plus les précédents montrent la difficulté à maintenir la maîtrise opérationnelle dans un contexte aussi fragmenté. Ainsi, le Nigeria se retrouve au croisement de tendances mesurables qui, mises bout à bout, redéfinissent la manière d'évaluer les trois options proposées. Aucune n'est neutre, aucune n'est dépourvue de conséquences, et chacune porte en elle un delta susceptible de transformer la mission annoncée en un engagement plus vaste que prévu. L'argument en faveur d'une intervention américaine s'appuie d'abord sur un constat largement partagé dans le nord du Nigeria. L'État ne parvient plus, seul, à contenir la prolifération des groupes armés. Les convois humanitaires sont attaqués presque chaque semaine. La reconstruction des villages suit un cycle répétitif d'incendies et de replis. Et certaines zones ne disposent plus d'une continuité administrative. Dans cette optique, un appui extérieur apparaît comme un levier capable d'enrayer une dynamique sécuritaire devenue incontrôlable. Les partisans de l'intervention soulignent également que l'inaction risquerait de laisser s'étendre les réseaux militants vers le Sahel et le golfe de Guinée, transformant un foyer national en menace régionale. Pour eux, même imparfaite, l'option américaine constitue une occasion d'endiguer une hémorragie qui dépasse les capacités nationales. Face à cette lecture, les opposants formulent une critique tout aussi cohérente. Ils rappellent que les opérations aériennes dites de précision ont déjà provoqué plus de 1000 morts civiles ailleurs sur le continent, démontrant que la technologie n'est pas un rempart contre l'erreur. Ils rappellent également l'expulsion américaine du Niger, preuve qu'un partenariat sécuritaire peut rapidement se déliter sous pression politique. À leurs yeux, l'histoire récente montre que les forces étrangères arrivent aisément, mais repartent difficilement, laissant derrière elles des fragments de souveraineté et une opinion publique durablement méfiante. Cette méfiance est renforcée par un point précis du mémo. Dans les trois options, légère, moyenne ou lourde, le commandement opérationnel resterait américain, ce qui alimente la crainte d'un glissement vers une perte d'autonomie. La réponse à ces deux visions doit reconnaître leur solidité respective. Oui, le terrain nigérien impose une pression sécuritaire réelle, et une absence totale d'assistance comporte ses propres risques. Mais il est tout aussi vrai que les précédentes interventions extérieures ont laissé des traces profondes, tant humaines que politiques. La conclusion intermédiaire s'impose alors,
Le dilemme n'est pas de choisir entre action ou inertie, mais de déterminer quelle forme d'appui pourrait éviter simultanément la dépendance, la dérive opérationnelle et la répétition des erreurs documentées ailleurs. Un point bascule soudain. Ce midpoint révèle que ce qui semblait n'être qu'un débat bilatéral entre Abuja et Washington s'est transformé, presque sans prévenir, en un signal continental. Les capitales du Sahel observent désormais chaque geste américain comme un indicateur de la future architecture de souveraineté en Afrique de l'Ouest. Les réactions venues de Bamako, Niamey ou Ouagadougou ne se limitent plus à des communiqués diplomatiques. Elles redéfinissent discrètement le rapport de force régional. Dans ce nouvel angle, les propos d'Ibrahim Traoré prennent une résonance inattendue. Longtemps perçus comme radicaux, ils deviennent un prisme pour comprendre l'enjeu profond. La question n'est plus quelle option militaire choisir, mais qui a encore le droit de définir la sécurité d'un peuple. Ce renversement subtil marque le véritable centre de gravité du récit. Dès lors, chaque mouvement américain cesse d'être un simple acte stratégique. Il devient un symbole, scruté, comparé, amplifié et intégré dans une dynamique où l'Afrique cherche à réaffirmer sa capacité de décision face aux puissances extérieures. Le midpoint révèle ainsi que le Nigeria n'est plus seulement un théâtre, il est devenu une équation régionale. Les effets d'une intervention envisagée ne se limitent jamais au champ strictement militaire. Ils se déploient par cercles successifs et touchent simultanément les institutions, l'économie, la société et l'équilibre régional. Au Nigeria, ces cercles ont commencé à se former avant même que le premier ordre ne soit signé, comme si le simple fait d'exister dans un mémo suffisait à déclencher une mécanique autonome. Pour les institutions dites nationales, la fuite impose un dilemme immédiat. Afficher la souveraineté tout en reconnaissant une incapacité partielle à stabiliser le Nord. Abuja répète publiquement qu'aucune troupe étrangère ne sera accueillie, mais sait que l'insécurité fragilise sa légitimité. Cette tension interne pousse l'État dans une zone grise où chaque position comporte un coût symbolique et opérationnel. Accepter l'aide signifierait céder de la maîtrise narrative. La refuser risquerait d'amplifier le chaos local. Le gouvernement se retrouve ainsi pris entre impératifs politiques et réalité sécuritaire. Pour les entreprises et l'économie, les premiers impacts sont déjà visibles. La rumeur du déplacement d'un groupe naval américain a suffi à faire grimper le prix du carburant, révélant la sensibilité extrême des marchés aux signaux géopolitiques. Les chaînes logistiques reliant Lagos au nord-est se contractent. Les opérateurs pétroliers se souviennent du précédent libyen de 2011. Contrats suspendus, exportations irrégulières, main-d'œuvre déplacée. Dans les marchés informels, une simple variation de prix peut déclencher un effet domino capable d'ébranler la stabilité sociale. Le risque économique se manifeste ici avant même le risque militaire. Pour les citoyens, les conséquences se mesurent dans la vie quotidienne. Les manifestations à Abuja et Lagos montrent qu'une protection imposée ne devient légitime que lorsqu'elle est ressentie comme telle. Dans le Nord, les familles redoutent la répétition d'erreurs de ciblage déjà vues en Somalie ou dans d'autres zones où des frappes précises ont causé plus de 1000 morts civiles. La mémoire des villages incendiés, des convois perdus et des promesses non tenues nourrit une méfiance profonde. Le public se demande, sans détour, si les drones américains n'ont pas distingué les civils ailleurs, pourquoi y parviendraient-ils ici ? À l'échelle régionale, le Sahel suit l'évolution de la situation comme un test structurant. Les capitales de la région scrutent la réaction du Nigeria, conscientes qu'un engagement américain redéfinirait les équilibres sécuritaires du corridor allant du golfe de Guinée au Sahel central. Les prises de position d'Ibrahim Traoré, centrées sur la dignité et la souveraineté africaine, deviennent une grille de lecture partagée. À Niamey et Bamako, on y voit le signe que la question dépasse largement Abuja. Elle touche à la capacité de tout un continent à refuser ou à accepter une nouvelle phase d'influence extérieure. Ainsi, les conséquences ne sont plus hypothétiques. Elles sont déjà à l'œuvre, redessinant les comportements, les anticipations et les relations politiques. Le Nigeria devient, malgré lui, l'épicentre d'un débat continental sur la souveraineté, l'autonomie et la responsabilité. À ce stade, l'évolution des prochains mois dépend moins d'un seul choix militaire
que de la manière dont chaque acteur interprétera les signaux envoyés aujourd'hui. 3 trajectoires cohérentes émergent, chacune reflétant les dynamiques déjà visibles sur le terrain. Dans cette trajectoire, Washington ne lance aucune opération directe. Les États-Unis renforcent discrètement leur dispositif de surveillance, proposent un soutien technique limité et évitent toute présence trop visible. Abuja accepte une coopération calibrée, soucieuse de préserver sa souveraineté tout en répondant à la pression sécuritaire. Le nord du Nigeria continue cependant de connaître des attaques régulières, maintenant un niveau d'instabilité suffisant pour maintenir le débat ouvert. Les prix demeurent fluctuants, les marchés prudents, les populations inquiètes. Rien ne s'effondre, mais rien ne se stabilise durablement. L'incertitude devient la norme. Ici, les autorités nigérianes parviennent à consolider leur dispositif interne grâce à un appui logistique mieux coordonné que lors des précédents programmes étrangers. Les forces locales regagnent du terrain dans certains districts, réduisant la fréquence des attaques. Les protestations ralentissent, non par adhésion, mais parce que la population observe enfin des signaux concrets de reprise d'autorité de l'État. Cette amélioration reste toutefois précaire. Une bavure aérienne, une erreur d'identification ou un incident diplomatique suffirait à inverser la tendance. Néanmoins, ce scénario offre une respiration, courte mais réelle. Dans cette variante, une intervention plus directe est engagée, qu'elle soit officielle ou non. Les premières frappes causent des dommages collatéraux, érodant la confiance entre Abuja et Washington. Les manifestations s'amplifient, nourries par la perception d'une souveraineté déléguée. Les groupes armés exploitent la situation pour étendre leur zone d'influence. Les voisins du Sahel dénoncent un précédent dangereux, tandis que les tensions diplomatiques s'intensifient. Le pays ne plonge pas dans une guerre ouverte, mais il entre dans une instabilité prolongée dont il ne contrôle plus le tempo. On pourrait alors considérer une recommandation générale, formulée ainsi. Pour évaluer ces scénarios, il faut considérer non seulement ce qu'une option peut accomplir, mais aussi ce qu'elle peut déclencher, car les effets indirects pèsent souvent plus lourd que les intentions initiales. Cette crise, qui semble d'abord lointaine et technique, touche pourtant des publics très différents, chacun avec ses attentes, ses craintes et sa manière d'interpréter les signaux. Pour celles et ceux de la couche A, les personnes directement concernées par l'actualité africaine, l'enjeu est immédiat. Comprendre si le Nigeria entre dans un cycle d'ingérence ou dans une phase de redéfinition de sa souveraineté. Les témoignages venus du terrain, familles du Nord, travailleurs du secteur pétrolier, habitants de Lagos, leur offrent une mesure concrète de la tension réelle au-delà des discours officiels. Pour la couche B, les spectateurs éloignés, souvent non familiers avec les dynamiques du Sahel, cette histoire bouscule des réflexes établis. Beaucoup associent instinctivement intervention extérieure et stabilisation rapide. Or, le cas nigérian démontre que l'équation est plus complexe. Les effets économiques, sociaux et politiques précèdent souvent les décisions formelles. Cette prise de conscience ouvre un espace de réflexion sur la manière dont les crises contemporaines se diffusent bien au-delà de leurs frontières. Enfin, pour la couche C, les jeunes, sur le continent comme dans la diaspora, ce moment constitue une leçon structurante. Ils découvrent que les décisions stratégiques ne sont jamais abstraites. Elles façonnent des générations entières. Les voix de Joseph, d'Alima ou de l'officier retraité rappellent que les citoyens ordinaires peuvent devenir un contrepoids décisif, non par puissance institutionnelle, mais par la persistance de leurs témoignages et de leurs doutes légitimes. À travers ces 3 couches, un fil commun apparaît. Chacun, à son échelle, cherche à comprendre non seulement ce qui arrive, mais ce que cela révèle sur la notion de protection, de dignité et de responsabilité partagée. Pour sortir du cycle d'incertitude sans reproduire les dérives des précédentes interventions, une trajectoire claire doit s'appuyer sur des mécanismes vérifiables plutôt que sur des déclarations de principe. La première étape consiste à définir une frontière précise entre soutien technique et contrôle opérationnel. Abuja devrait exiger des mécanismes conjoints de validation garantissant que toute action découle d'un mandat réellement partagé. Sans cette architecture, la souveraineté resterait une façade vulnérable à la moindre pression extérieure.
La deuxième étape implique un renforcement substantiel des capacités locales, non par des opérations éclairs, mais par la formation et l'équipement d'unités capables de tenir durablement le terrain après une action ciblée. Cette logique répond directement à la critique persistante dans la région, critique que l'on retrouve dans l'approche d'Ibrahim Traoré, selon laquelle la dignité d'un État se mesure à sa capacité à exercer sa propre sécurité. La troisième étape exige un système indépendant d'audit civil permettant de documenter les bavures, d'évaluer les dommages et d'assurer une compensation rapide. Sans un tel mécanisme, chaque incident alimenterait la méfiance publique et renforcerait l'idée d'une intervention imposée plutôt que négociée. Enfin, une quatrième étape est indispensable. Définir clairement les critères de sortie, avec des objectifs atteignables, un horizon temporel et des indicateurs mesurables. C'est l'absence de plan de fin qui, dans le passé, a transformé des missions temporaires en engagements prolongés. En réunissant ces éléments, la feuille de route propose un cadre où les décisions sont transparentes, les responsabilités distribuées et la population replacée au centre de la sécurité qui la concerne. Lorsque l'histoire semble se dissoudre dans les décisions stratégiques, ce sont souvent les figures discrètes qui en révèlent la substance. Joseph, scrutant les pétroliers comme des baromètres silencieux, et Halima, gardant dans sa poche les photographies qui résument une perte irréparable, deviennent les témoins involontaires d'un débat qui les dépasse mais les façonne pourtant chaque jour. Leurs gestes ordinaires, leurs inquiétudes tenaces rappellent que toute crise géopolitique se mesure d'abord à l'échelle humaine. Et tandis que la région observe, les mots d'Ibrahim Traoré réapparaissent comme un fil discret reliant ces vies à un principe plus vaste. Aucune stabilité ne peut durer si elle ne reconnaît pas ceux qui doivent la porter. Ce rappel, souvent perçu comme politique, prend d'ici la forme d'une évidence simple, presque immobile. Le Nigeria avance au milieu d'incertitudes multiples, mais les voix de Joseph et d'Halima persistent, refusant de disparaître derrière les cartes et les scénarios. Elles constituent la part irréductible de cette histoire, celle qui rappelle que la sécurité imposée ne remplacera jamais la souveraineté vécue. Une vérité demeure claire et brève, la dignité reste la première frontière. Dans un moment où chaque décision semble peser bien au-delà des frontières du Nigeria, une autre dimension se dessine, celle de l'espace public, où les citoyens, les lecteurs et les observateurs peuvent encore contribuer à définir ce que signifie réellement la sécurité dans un monde interdépendant. La situation actuelle rappelle que les choix stratégiques ne sont jamais abstraits. Ils se traduisent en émotions, en prix du marché, en trajectoire de vie et en mémoire qui persistent bien après la fin des opérations. Cette histoire invite donc à regarder au-delà des communiqués officiels, à reconnaître la complexité des dynamiques locales et la valeur des voix ordinaires. Elle incite aussi à imaginer une forme de responsabilité plus partagée, où les décisions internationales ne se contentent pas d'être cohérentes sur le papier, mais trouvent leur légitimité dans les populations qu'elles prétendent protéger. Si cette réflexion vous accompagne au-delà de ces lignes, alors elle a déjà rempli une partie de sa fonction. Ouvrir un espace de dialogue plutôt qu'imposer une conclusion. Selon vous, qu'est-ce qui construit réellement la stabilité ? Une aide venue de loin ou la capacité d'un peuple à définir lui-même son avenir ?